Bonjour à tous, j'étais en débat aujourd'hui sur LCI. Vous allez voir, alors c'est des thèmes un peu différents. On a parlé notamment de politique étrangère, d'Ukraine, de Russie, d'OTAN. Moi je dis qu'il faut quitter l'OTAN en plus de quitter l'Union Européenne, avoir une France libre avec une voix qui porte. Vous verrez tout cela évidemment. N'étiez pas d'accord avec moi en face, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a parlé aussi de pouvoir d'achat, en tout cas moi j'ai parlé des salaires et des retraites parce que ça me paraît être la base, des tarifs publics, de l'énergie. Et puis évidemment, nous avons parlé d'impôts. Voilà. J'ai quand même rappelé aussi aux macronistes en face de moi, députés macronistes, qu'ils ont créé 650 milliards d'euros de dettes avec les confinements, le Covid, etc. Strictement pour rien, si ce n'est pour détruire le pays, les libertés et les gens. Vous verrez ça. Là aussi, on a parlé Frexit, on a parlé Brexit. Bref, je crois que c'était extrêmement intéressant. Et je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et surtout les porter maintenant aux responsabilités. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment. Voilà, moi je vous attends très nombreux ce samedi 12 février. Ça va être un samedi très spécial parce qu'on accueille les convois de la liberté. Alors ça ne sera pas la même chose qu'au Canada, vous le savez bien, je ne vous vends pas du rêve parce que contrairement au Canada, les syndicats, les fédérations professionnelles ne sont pas du tout dans le mouvement. Mais il y a quand même une soif. Il y a une soif très forte. Il y a beaucoup de patriotes qui participent, qui y vont, qui soutiennent, qui sont là, qui font de l'hébergement solidaire. Et nous les accueillons samedi, 14h à Paris. Maître Divisio et tant d'autres seront là, notamment 14h Palais Royal à Paris, ce samedi 12 février. Peut-être même qu'on fera quelque chose avant. Si c'est le cas, je vous préviendrai dans les heures et les jours qui viennent. En tout cas, samedi, notez bien, venons avec des milliers, des dizaines de milliers de drapeaux français en soutien. Bien évidemment, et c'est extrêmement important, continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un clic, un abonnement, c'est fait, ça donne de la visibilité à tout ce travail. Venez aux patriotes. Je vous attends. Il y a un élan extraordinaire de résistance, de libération, un souhait de s'en sortir, d'aider les enfants, la France, l'humanité. La liberté, la souveraineté, la dignité d'un peuple, c'est ça, nos valeurs. C'est ça, nos combats. C'est ça, pourquoi on se bat ensemble. Le mot ensemble, il est extrêmement important. Alors moi, je vous attends aux patriotes. Le lien pour adhérer ou réadhérer, reprendre votre adhésion annuelle. C'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé. Il est également en lien en fin d'émission, en fin de vidéo, en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo, vous verrez en description, il y a un autre lien. C'est pour faire un don de soutien aux patriotes. Parce qu'on n'a rien, aucun soutien financier. Pas un centime, rien, ni de l'État, ni des banques. Juste toute l'oligarchie, toute l'opposition contrôlée face à nous. Donc la possibilité de faire un don aux patriotes est en lien sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion et dons sont tous les trois défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Pensez-y maintenant, faites-le maintenant, ou pensez-y en fin de vidéo, parce qu'on ne peut pas y arriver si on est désunis, si on est séparés, si on est seul et isolé. Par contre, on peut tout si on est ensemble. Allez, bonne vidéo, vive la France. Et voilà les principales réactions à ce sujet. Florian Philippot, il doit y aller en Russie, Emmanuel Macron, et pour faire quoi? Oui, il doit y aller, mais le problème, c'est qu'on a appris qu'il avait passé un coup de fil de 45 minutes à Joe Biden juste avant, si vous voulez. Donc je crains que ce coup de fil soit plus que de la coordination, mais soit là pour prendre ses ordres, en quelque sorte, ce qu'il doit dire. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, sur la Russie, que va-t-il proposer ? Ça fait des années qu'il soutient les idiotes sanctions européennes, de l'Union européenne, contre la Russie, qui ont vraiment mis de l'huile sur le feu. Ça fait des années qu'il est dans les pas de l'OTAN, même s'il avait un temps critiqué l'OTAN en disant qu'elle était en état de mort cérébrale, mais ça c'est en 2019. Mais en 2021, il en a dit le plus grand bien. Donc on comprend plus très bien, si vous voulez, où il en est. Il soutient l'atlantisme. Il se met dans les pas des États-Unis. Aujourd'hui, il rentre dans ce récit abracadabrantesque selon lequel... Jacques Chirac le faisait mieux. Hein. Oui, il le fait bien mieux que moi. Selon lequel il y aurait possibilité d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je n'y crois pas une seule seconde. Si vous voulez, on est toujours dans ce récit où les États-Unis cherchent en permanence un ennemi. Alors on a eu la Syrie, on a eu l'Irak du temps de George Bush, vous savez, avec les petites fioles de Colin Powell à l'ONU. On a eu la Libye. Là d'ailleurs, BHL veut qu'on attaque la Russie comme il voulait qu'on attaque la Libye en 2011. On a eu la Serbie, etc. Bref, on voit bien qu'on est embarqué en permanence dans une espèce de politique hyper agressive contre la Russie, où on fait croire aux gens qu'il y a une menace de guerre imminente, etc. Donc on positionne des troupes. Moi, je veux sortir de cet engrenage. Et pour sortir de cet engrenage, il faut que la France soit un pays libre. Donc qu'elle sorte des sanctions de l'Union européenne. Pour ça, il faut sortir de l'Union européenne tout simplement. Et qu'elle sorte de l'OTAN. L'OTAN n'a plus de raison d'être. C'est une structure qui aurait dû disparaître avec la guerre froide il y a une trentaine d'années. Et donc, il faut que la France retrouve sa voie. Une voie de paix, une voie d'équilibre, une voie intelligente. Et non pas une voie suiviste, une voie guerrière, une voie belliqueuse, une voie américaine, une voie de l'OTAN.
Une petite précision sur le coup de fil entre Joe Biden, vous avez raison, et Emmanuel Macron. A priori, c'était pour des échanges d'informations, les toutes dernières informations américaines sur la situation autour de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qui a été dit. Je sais que le récit officiel ne va pas nous dire que Macron est allé chercher ses ordres. J'en suis bien conscient, mais je pense que c'est le cas. Vous pensez que Macron, un peu à l'image d'un Tony Blair des années 2000, est une sorte de caniche de Joe Biden? Totalement. Malheureusement, la France, mais ça n'a pas commencé avec Macron. Ça a commencé avec Sarkozy quand on a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Moi, je pense qu'il faut quitter l'OTAN, tout simplement, et qu'il faut que la France retrouve une voie intelligente, parce que le problème, c'est que là, on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est pas malin. Je veux dire, c'est pas malin. On a à coopérer en toute indépendance. La France doit rester parfaitement indépendante des États-Unis comme de la Russie. Mais on n'a pas à jeter la Russie dans les bras de la Chine. C'est complètement contraire à nos intérêts nationaux. Florian Philippot. Mais oui, et puis il y a un enjeu dont on ne parle pas assez. C'est le fameux Nord Stream 2. Vous savez, le gazoduc qui passe par la mer Baltique et dont les travaux ont été achevés à la fin de l'année dernière. Bon, ce qui est gênant pour les Américains qui se sont empressés de nous dire Européens, vous inquiétez pas, en cas de conflit, on a négocié pour vous avec l'émir du Qatar, vous aurez du gaz qatari. Donc si vous voulez, on voit bien, et d'ailleurs c'est pour ça que l'Allemagne, elle, est assez distante, est assez prudente dans ce conflit, contrairement à la France qui joue par suivisme contre ses intérêts nationaux. Elle, l'Allemagne, qui a des intérêts forts dans ce gazoduc. Il faut quand même rappeler que 40% du gaz utilisé en Europe vient de Russie. Vient de Russie, voilà. Oui, il est moins cher. Les prix, il est moins cher, mais les prix n'arrêtent pas de flamber. Oui, mais il reste moins cher. Et si vous voulez, donc ça, il y a un enjeu derrière, économique, stratégique, énergétique et évident, ce qui fait que effectivement, l'Ukraine considère qu'il y a moins de problèmes et de tensions et de risques que les États-Unis eux-mêmes. Donc on est dans le scénario classique, en fait, qui se reproduit depuis des décennies à échelle régulière. Les États-Unis qui inventent un conflit, qui inventent une tension, qui inventent un problème pour aller ensuite faire semblant de résoudre le problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Ça suffit, ça. Je veux dire, au bout d'un moment, ça suffit. Faut qu'on arrête ces bêtises. Jacques Chirac avait su dire non en 2003 à George Bush et à la guerre en Irak, c'était magnifique. Depuis, on ne sait plus dire non. On ne sait que dire oui, voire on devance, comme la Libye en 2011. Là, j'ai vu que BHL appelait à ce qu'on aille faire la guerre en Russie. Pour moi, c'est très très mauvais signal. Quand BHL dit quelque chose, faut prendre le sens inverse. Sauf que selon les Américains, Saddam Hussein avait la 4e armée du monde. Selon les Américains, il y avait des armes de destruction massive en Irak en 2003, etc., etc. Donc, on se souvient de Colin Powell devant le. Voilà, c'est ça. Non, mais si vous voulez, on est toujours. On n'est pas en train de suivre les Américains. Mais si, on suit. Moi, je rappelle. Non, pas du tout. Moi, je suis d'accord sur l'histoire. Vous savez qui a souffert en premier des sanctions de l'Union européenne contre la Russie? Les agriculteurs français. Parce que, résultat, ils n'ont pas pu vendre des produits comme ils les vendaient traditionnellement en Russie. Et effectivement, les Russes se sont mis donc à produire, à cultiver, à élever ce qu'ils achetaient avant à la France, à l'agriculture française. Donc, il faut qu'on arrête ce jeu-là. Ce jeu-là, peut-être qu'il fait le jeu d'une petite caste américaine, je dis même pas du peuple américain, moi une petite caste américaine qui a intérêt à ça, il ne fait absolument pas le jeu de l'intérêt national français. La question des sanctions mérite d'être posée, pas à chaud, pas en ce moment à chaud, au moment où le président est en Russie. La question des sanctions, ça fait 8 ans qu'on doit la poser. Le problème, c'est qu'on la pose pas, on ne fait que les aggraver. Et Macron a demandé des sanctions en permanence. Donc c'est pour ça que moi je dis la question de fond, c'est quel est notre rapport à l'Union européenne. Moi je pense qu'il faut en partir. Quel est notre rapport à l'OTAN? Je pense qu'il faut en partir et je suis cohérent parce que je veux une France parfaitement souveraine, parfaitement libre, parfaitement indépendante. C'est cette France-là qui peut avoir une voix intéressante dans le monde et qui est attendue dans le monde. C'est pas la France vassalisée qui est intéressante pour les peuples. Une France qui n'intéresserait plus du tout les investissements étrangers, oui, alors une voix qui porterait beaucoup, c'est sûr. Non mais ça, je reconnais la cohérence de votre position. Si vous pensez que sortir, y compris Brexit, vous êtes pour la sortie de l'Union européenne. Vous nous aviez promis que la City allait s'effondrer, que le Royaume-Uni allait dériver vers le Groenland. Pas que la City allait s'effondrer, mais que ça allait très mal se passer. Oui, c'est le cas. Mondiale, nous on est passé 7e. C'est le cas. Non, écoutez, regardez ce qui se passe en Irlande du Nord en ce moment. On pouvait pas dire que le Brexit a été bénéfique pour les Anglais. Il y a une contestation du gouvernement d'Irlande du Nord parce qu'ils ne supportent pas la mise en place de l'accord. Écoutez, de toute façon, très bien. Si vous êtes pour le Brexit, moi je vous dis, on s'était déjà vu. Moi, il n'y a pas de problème. Continuez. Continuez. Il n'y a pas de souci. Je rappelle juste que je vous rappelle la propagande qui a été faite sur le Brexit. Monsieur Philippot, vous pouvez quand même admettre qu'en diplomatie, c'est jamais tout blanc et tout noir. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des nuances de gris. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a des accords et des motifs de se fâcher. La Russie, c'est ce qui se passe aussi au Mali, c'est ce qui se passe en Syrie. Et puis ils n'ont pas attendu les sanctions pour développer le blé dans la zone qu'on appelle RUC, Russie, Ukraine, Kazakhstan, qui est devenue une zone productrice de blé
qui participent à l'excédent mondial, d'ailleurs, à la sécurité alimentaire mondiale, à un bon niveau, comme le Canada, les États-Unis. Ils n'ont pas attendu les sanctions pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie conduite par la Russie. Pas être naïf. C'est ça la question. Pourquoi eux défendent leurs intérêts nationaux et nous n'avons pas le droit de défendre les nôtres? Nous défendons nos intérêts nationaux si parfaitement. Nous sacrifions nos paysans. Ils sont conçus comme étant très étroitement corrélés à ceux de nos partenaires. C'est-à-dire cette indépendance de la France que vous n'arrêtez pas de vanter, en fait. J'espère que vous la défendez, l'indépendance de la France, elle est demandée par la Constitution française. Non, mais cette indépendance de la France telle que vous la défendez, c'est-à-dire en sortant de tous les accords internationaux. Ça n'a pas de sens. Pas les accords internationaux, tout ce qui est supranational. Tout ce qui est pas la coopération. En tout cas, il y a un premier dispositif supranational auquel vous venez de faire référence, dont la gauche française a fait les frais en 1981, c'est le système monétaire. Nous appartenons au la gauche a renoncé à son programme social et donc nous n'avons plus la marge de manœuvre de faire du keynésianisme. Nous sommes d'accord avec ça. Mais moi, il faudrait en sortir aussi. Et puis je vais en parler du système monétaire et d'économie. C'est extrêmement important. La gauche a renoncé à son programme social à cause du système monétaire européen déjà. De ce débat. Messieurs, dames, on va vous ramener en France tout ce temps qu'on est parce qu'on va parler, s'il vous plaît, du pouvoir d'achat. Cette idée de réserver les HLM aux Français et le pouvoir d'achat. Moi, je pense qu'il faut du logement social, clairement. Il faut construire, de toute façon. Il faut du logement social. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on crée des ghettos. Ghettos communautaires, ghettos, parce que de toute façon, ça n'est bon pour personne. Ça ne permet pas l'assimilation et ça n'est pas bon pour les riverains. Personne n'est content là-dedans. Donc, si vous voulez, si on veut régler les problèmes migratoires, il faut régler à la base. Il faut qu'il y ait beaucoup moins de monde qui rentre en France, clandestins ou légaux, et il faut que ceux qui doivent partir partent réellement, ce qui n'est plus le cas. Je pense que ça sera une politique extrêmement sérieuse. Mais sur le pouvoir d'achat, si on parle pouvoir d'achat, moi je pense que le problème en France, c'est le niveau des salaires et des retraites. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Donc il faut augmenter salaire et retraite et SMIC d'ailleurs, c'est ce que propose Fabien Roussel. Mais pas simplement comme ça en le décrétant. Et Jean-Luc Mélenchon. C'est en changeant un système économique. Si vous voulez, on s'est mis en concurrence avec le monde entier, c'est le libre-échange. Ça fait une pression à la baisse sur les salaires des ingénieurs, des travailleurs, des ouvriers, des salariés français. Parce qu'on se met en concurrence avec des pays qui n'ont pas du tout le même niveau économique, le même niveau environnemental, le même niveau social. Donc il faut une dose de protectionnisme. Pour ça, il faut que la France maîtrise son commerce. On en revient au même problème. Aujourd'hui, le commerce est maîtrisé par l'Union européenne, pas par la France. Il faut en sortir. Donc ça, c'est une première chose. Pareil pour le travail détaché. Le travail détaché crée une pression à la baisse sur les salaires dans un certain nombre de secteurs. Ce que vous dites pose problème à la France, et quand vous parlez du commerce, j'imagine que vous incluez le commerce extérieur, ça n'a pas l'air de poser de problème à l'Allemagne. Moi, j'ai une question. À l'Allemagne, non, parce que l'Allemagne bénéficie de ce système. À chaque fois qu'on signe un accord, que l'Union européenne signe un accord de libre-échange, elle vend des voitures allemandes. Mais l'Allemagne est dans l'Europe aussi. Oui, mais justement, on n'a pas. Le problème, vous voyez, c'est qu'on nous a fait croire qu'on avait les mêmes intérêts, ce qui n'est pas vrai. On a pas souvent des intérêts complètement concurrentiels et contradictoires. Nous vendons donc avec ces accords européens de libre-échange, par exemple des grosses berlines allemandes aux Canadiens, aux Américains, etc. Et en échange, ils nous vendent des produits agricoles que nous, Français, avec une très grande agriculture, nous produisons. Donc, si vous laissez, il y en a un qui est gagnant, il y en a un qui est perdant. Le problème, c'est que le perdant, c'est toujours le même. Il s'appelle la France. Donc, il faut maîtriser, faire une dose de patriotisme économique, de protectionnisme. Et ça, ce sera très bon pour les salaires et pour les retraites. Je pense aussi qu'il faut baisser les tarifs publics, comme l'énergie. Pour cela, il faut sortir du système européen de libéralisation. On l'a fait pour EDF, c'est n'importe quoi. On avait l'énergie largement, l'électricité la moins chère d'Europe, largement, parce qu'on a un parc nucléaire, parce qu'on a été très bon. On s'est mis dans un marché européen de l'électricité délirant. Aujourd'hui, pour contenir la hausse, on est obligé de demander à EDF de dépenser 8 milliards. L'État rajoute 8 milliards. Tout ça est délirant. Tout ça pour entretenir une concurrence qui n'a pas de raison d'être. Donc il faut sortir de ça, avoir un monopole public national de l'énergie. Et je vous assure que là, on redonnera vraiment du pouvoir d'achat aux Français. Florian Philippot, puis on écoutera aussi Frédéric de Crozaille. Alors sur l'augmentation des salaires et du SMIC, moi j'y suis très favorable. Et je rappelle que si on avait écouté les discours du grand patronat depuis le 19e siècle, les salaires n'auraient jamais bougé en France parce qu'à chaque fois, on nous annonçait que ça allait être l'effondrement, que c'était pas possible, que c'était pas gérable. Moi, je pense qu'une économie saine, c'est pas une économie où les salaires stagnent. Je pense aussi d'ailleurs aux fonctionnaires qui ont leur point d'indice qui est gelé depuis, je sais pas, 10 ans, c'est ça, 12 ans. Enfin, tout ça est absolument, tout ça est dépressif, récessif, en fait, en économie. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Donc, il faut augmenter, évidemment, les salaires, mais je pense qu'on peut le faire que si on a un contexte qui change économique, qu'on aille vers le patriotisme économique, qu'on réserve des marchés publics réellement aux entreprises françaises, notamment aux petites, aux créateurs, aux PME, aux TPE. Mais ça, aujourd'hui, c'est interdit par le code du marché public, des marchés publics, parce qu'il dépend, encore une fois, du droit européen. Donc, il faut être sérieux jusqu'au bout. Tant qu'on est dans ce système-là, Union européenne, euro, on ne réglera pas la question des salaires et des retraites. C'est-à-dire que c'est bien d'être crédible. Quand on veut changer les règles du jeu, il faut d'abord montrer qu'on est capable de gagner avec les règles qu'on prétend changer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on perdra en attractivité? Je pense qu'on gagnera beaucoup. Non, ça, je pense qu'en annonçant qu'on sort de tous les accords internationaux,
façon, c'est vraisemblablement, et en particulier de Frexit, c'est le poids de la dette qui va exploser du jour au lendemain. Même si nominalement elle ne changera pas. C'est le système actuel qui nous endette terriblement. D'ailleurs, pour la dette, l'ISF, vous avez mis 650 milliards d'euros de dettes pour les confinements, etc., qui ne servaient strictement à rien, qui ont aggravé le problème du Covid. Comment ça, les confinements ont aggravé le Covid? Bien sûr, ils ont servi strictement à rien. Ils ont créé plein de problèmes de dépression, de suicide, de faillite, etc. Lisez l'étude de Stanford ou de Hopkins. Les confinements ont servi strictement à rien. On peut regarder aussi les interviews de Fuelmich et de Judy Mikovits. Non mais on trouve tout ce qu'on veut sur Internet. Hopkins, c'est pas mal. Normalement, c'est une référence. Vous êtes parti sur quelque chose qui est très loin de la question. Voilà, nous avons une proposition, je dirais, modérée, raisonnable, qui ne coûtera pas des sommes folles au budget de l'État. La France est un pays qui est un paradis fiscal pour les très très riches, donc on leur demande de participer un peu plus. C'est vrai, c'est un pays où il y a le plus de création de millionnaires et de milliardaires, donc ça c'est totalement faux la propagande de dire qu'ils sont hyper taxés, c'est pas vrai, je parle des très très riches. Par contre, c'est un enfer fiscal pour les classes moyennes. Donc rétablir effectivement de la progressivité dans l'impôt, remettre l'ISF et soulager les plus pauvres et les classes moyennes, et je pense que la TVA n'est pas du tout un bon impôt, au contraire, ça c'est une vraie politique de justice fiscale et d'efficacité.